I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Imaginez un Maroc où travaillent plus de femmes que d'hommes en respectant tout simplement la démographie. Oui, c'est un rêve doux pour l'instant. À peine 30% des femmes sont insérées sur le marché du travail et pourtant, si ce rêve devenait réalité, le Maroc aurait beaucoup à gagner. Le Maroc, mais pas seulement. Si tous les pays du monde respectaient l'équilibre démographique, qu'il veut qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, l'économie mondiale gagnerait 28 000 milliards de dollars d'ici à 10 ans selon une étude de McKinsey. C'est l'équivalent du PIB de la Chine et des États-Unis. Question ce matin, pourquoi notre économie gagnerait à embaucher plus de femmes? Nos décodeurs aujourd'hui, Hamid Sebti, bonjour. Bonjour. Vous êtes tech entrepreneur et Amine Duri, bonjour. Bonjour. Un responsable PME chez Inforisque. Deuxième sujet que vous décoderez à partir de 9h45. Quelles sont les tendances digitales des entreprises? Question que nous nous posons alors que se tient depuis hier l'African Summit Digital à Casablanca. Ça se termine ce soir. Nous verrons quelles sont les tendances justement digitales de l'année 2015 et pour 2016. 55 77 par SMS pour réagir. Posez vos questions. Sidi Ram TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Pourquoi les femmes peuvent rapporter gros à l'économie? Question que nous posons ce matin, alors que la Banque africaine pour le développement vient de publier une étude sur les modalités qui permettent de promouvoir l'emploi féminin dans les PME, dans les pays d'Afrique du Nord, donc dans le Maroc également. Amine Duri, avant de parler peut-être des freins de l'employabilité et puis de ce que ça peut rapporter les femmes dans l'économie, c'est quoi le constat aujourd'hui? On le disait, à 30% aujourd'hui, c'est à peu près le taux d'employabilité des femmes au Maroc? Oui, c'est le taux de la part des femmes dans la population active aujourd'hui. Je citerai plutôt une étude du Conseil économique, social et environnemental qui a sorti une étude en 2014. Et le constat était assez accablant en termes de discrimination concernant les femmes. Plusieurs points étaient ressortis. Le premier, c'est en termes d'écart salarial. Le Maroc est très mal classé à ce niveau-là. Deuxième point, ce rapport faisait ressortir des pratiques illégales concernant les femmes. Alors je citerai par exemple le travail des femmes avant 15 ans, enfin je veux dire des enfants, qui au lieu d'être à l'école commencent déjà à travailler. Et ça représente quand même plus de 70% dans le monde rural. Autre chiffre cité, c'est près de 90% des femmes dans le monde rural qui travaillent sans contrat. C'est-à-dire que demain, il leur arrive quoi que ce soit. Dans l'informel, tout simplement, il leur arrive quoi que ce soit demain, elles sont absolument pas protégées. Autre inégalité mise en avant au niveau salarial, les femmes ont très peu accès aux postes à responsabilité. À peine 0,1% des femmes atteignent des postes de direction générale, etc. Bah ça c'est le chiffre qui est sorti récemment, c'est incroyable, quand même 0,1%. C'est incroyable, oui, tout à fait. Ouais. Pareil pour les administratrices dans les entreprises. Donc je citerai le chiffre de 7% pour les grandes entreprises publiques. Le Maroc très mal classé par rapport à une étude faite sur l'Afrique au niveau des femmes administratrices. Et dernier point que je connais bien, c'est aussi les femmes entrepreneurs. Et là aussi, le constat est assez sombre, puisque selon une étude de la FEM, à peine 9000 entreprises sont dirigées par des femmes aujourd'hui, ce qui représente environ 4 à 5% des entreprises. La FEM, l'association des femmes chefs d'entreprise. Amine Sebti, le constat est incroyable. D'ailleurs, c'est vrai que le Maroc est moins bien classé que l'Algérie ou encore que la Tunisie sur cette thématique. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui, alors que déjà le taux d'employabilité des femmes a diminué ces 15 dernières années à cause de la crise du secteur du textile au début des années 2000, mais entre autres, il n'y a pas que le textile qui fait l'employabilité des femmes aujourd'hui. Je pense que le problème qu'on a et que même nos voisins ont, ça reste quand même comment a été défini le rôle de la femme dans la société. Et de ce fait, on parle même, d'ailleurs, le titre dont on parle, on parle de l'insertion dans la femme dans le monde du travail. On a toujours cette impression qu'en fait, la femme essaie encore de faire sa place dans un monde d'hommes. Et c'est un petit peu ça, quand on voit toutes ces barrières qui font que le taux d'employabilité de la femme est faible. C'est tout simplement parce que on essaie d'imposer à la femme
de s'inscrire en fait dans un monde d'hommes. Et on en parle, on est 3 hommes en train de parler d'un problème de femmes. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a glissé ça à l'oreille justement. On est 3 hommes en train de parler de femmes. Ça je voudrais le citer. Ceci dit, en fait, si on peut juste faire une petite analyse. Vous avez dit que en termes de ratio homme-femme, on est à 50-50. Ouais. On remarque même, j'ai pas de chiffres pour le prouver, mais on remarque très souvent que dans le banc du lycée, les femmes, les filles performent mieux que l'homme, ouais. que les garçons. Elles sont plus compétentes. Donc c'est un fait. Donc, mais à partir de ce moment-là, il y a 2 choses qui se passent. Encore une fois, la prédisposition de la femme, la femme n'a que 18 ans à cette époque-là. Déjà, en termes de filières, on lui impose des filières qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas faire aboutir au monde de l'entreprise. Donc très souvent, elles vont opter pour des filières qui vont aboutir à des professions libérales. Donc elles vont aller vers la médecine, elles vont aller vers des métiers d'avocat qui sont plus des métiers libéraux. Ça, c'est un premier frein. Ça, c'est le premier frein. Et le deuxième frein, c'est qu'une fois qu'elles arrivent dans le monde de l'entreprise, encore une fois, les 2-3 premières années, elles sont plus performantes que les hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, leurs priorités changent. Leurs priorités changent parce que, encore une fois, la société leur a imposé le fait que la femme marocaine, c'est elle qui doit s'occuper de son foyer, donc s'occuper de ses enfants. Et automatiquement, il y a un décalage entre ses propres priorités et les priorités de l'entreprise. Ouais. Mais c'est aussi la discrimination malheureusement des hommes, de certains hommes, en tout cas dans l'entreprise au niveau des femmes. Amine Diouri, vous êtes responsable PME chez Inforisk. Concrètement, quelles solutions on peut apporter aujourd'hui pour aider justement au développement de l'insertion de ces femmes dans l'entreprise et puis dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est vrai que c'est un... Ça reste compliqué. Oui, c'est très compliqué. Après, plusieurs solutions sont envisageables. Au niveau de la France, par exemple, on a pensé à un moment donné à la loi, c'est-à-dire imposer des quotas d'embauche pour des femmes, par exemple. Très sincèrement, j'y crois pas trop. Il y a eu cette réflexion, notamment du Conseil économique, social et environnemental. Ça a été une réflexion qui est en cours, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, elle n'est pas mise en pratique. J'y crois absolument pas. Imposer ça par la loi, ça ne marchera pas. Les femmes doivent montrer par elles-mêmes, et je pense qu'elles ont largement les compétences pour montrer par elles-mêmes qu'elles sont capables de s'imposer dans les entreprises. Maintenant, c'est vrai qu'elles sont victimes de discrimination dans le sens où, du fait qu'elles ont d'autres priorités à côté, comme le disait Amine justement, elles doivent s'occuper de leur foyer. Évidemment, tout de suite, le patron voit ça d'un très mauvais œil, puisque ça veut dire qu'elles doivent arriver un peu plus tard que les autres, ou partir un peu plus tôt parce qu'il faut s'occuper des enfants, il faut les emmener à l'école, les récupérer, s'occuper de leur déjeuner. Mmh. Ces choses-là, inconsciemment, ça joue aussi dans la place qu'occupe la femme dans l'entreprise. Alors vous avez fait justement une étude au sein d'Inforisk justement sur les femmes. Est-ce que ce qui a été drôle à remarquer, c'est que dans les faits, en fait, elles sont meilleures que les hommes, c'est ce qu'on disait, mais vraiment pratiquement dans tous les domaines. Exactement, c'est ça qui était très drôle dans cette étude. On est passé à côté de tous les a priori qu'on peut avoir sur la femme. On a comparé des entreprises comparables et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'elles sont meilleures pour gérer la croissance. Sur une croissance court terme, c'est-à-dire sur 3-4 ans, elles ont un pourcentage qui est plus élevé que les entreprises dirigées par des hommes, des entreprises similaires. Elles exportent plus. Alors, seul point négatif, c'est en termes de gestion. Je veux dire, la rentabilité nette d'une entreprise dirigée par une femme est légèrement inférieure à celle dirigée par un homme. Ça, c'est le point négatif. C'est le seul point négatif. Mais sur tous les autres points, la femme l'emporte. Donc oui, clairement, il faut passer à côté de ces a priori et voir qu'on a besoin des femmes aux côtés d'hommes pour diriger une entreprise. Amine Sebti, concrètement, on a vu cette étude de McKinsey qui est sortie il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi. 28 000 milliards de dollars, ça pourrait apporter justement si on intégrait les femmes, si on respectait finalement la démographie mondiale au sein des entreprises. C'est l'équivalent du PIB de la Chine et des États-Unis. C'est quand même fou aujourd'hui. Comment on peut arriver à faire intégrer cette population en respectant tout simplement l'égalité des sexes? Alors, je pense qu'il y a 3 axes, moi, à mes yeux, qu'on pourrait développer. Alors, le premier, et bien sûr, ça va venir des personnes concernées en elles-mêmes. Je prends pour exemple un livre qu'a écrit Sheryl Sandberg, que vous devez connaître, qui est une des directrices chez Facebook, et qui avait dit qui a écrit un livre qui s'appelle Lean In, qui
parlait de ce problème qu'ont les femmes dans le monde de l'entreprise. Et elle disait que en fait, la femme ne doit pas s'excuser des choses qu'elle vit au jour le jour. La femme ne réfléchit pas comme l'homme, elle n'a pas les mêmes contraintes que les hommes. Et donc c'est à l'entreprise de s'adapter un petit peu à ses besoins. Encore une fois, partant du principe que les femmes sont des top performers, qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder? C'est ça un petit peu le challenge. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau des grandes entreprises mondiales, bien sûr, pour déjà peut-être implanter cette tendance. Et justement, ce qu'on relève, c'est que je prends l'exemple des pays nordiques qui ont déjà fait un pas, qui ont fait un pas en avant sur le principe du coworking, qui est un gain de productivité qui est très important, parce que la personne n'a plus besoin de faire 1 heure de trajet à l'aller et 1 heure au retour pour aller travailler. Les gens peuvent maintenant, avec la mobilité, avec les nouvelles technologies, peuvent travailler soit de chez eux, soit dans des espaces de coworking. La suite des décodeurs atlantiques, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Amine Septi, tech entrepreneur, et un autre Amine Diori, responsable PME chez Inforis, qu'on parle de l'employabilité des femmes. Comment améliorer l'employabilité des femmes et comment justement rendre plus attractif aujourd'hui l'entreprise, l'entrepreneuriat pour ces femmes, sachant que les femmes dans le monde du travail pourraient rapporter plus gros que les hommes. C'est ce que vous nous disiez, messieurs, dans cette première partie. Amine Diori, tout d'abord, aujourd'hui, concrètement, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Maroc, ça passe par quoi? Plusieurs mesures, j'en citerai quelques-unes. Déjà, des campagnes de sensibilisation, de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Autre mesure possible, on sait qu'il y a des bailleurs de fonds aujourd'hui qui sont sensibles à cette cause. Je parle notamment de SFI. Ce serait aussi l'occasion de conditionner ces prêts auprès des banques en leur disant ok, mais on vous donne cet argent, on vous prête cet argent, mais à condition que vous accordiez une quote-part, une grosse quote-part aux entreprises dirigées par des femmes. Ça peut être une autre mesure. Dernier point, ça peut être aussi concéder une part dans les marchés publics aux PME dirigées. Aujourd'hui, on sait que les PME ont droit à 20% des marchés publics. On pourrait dire qu'une quote-part sont réservées aux entreprises dirigées par des femmes, parce qu'aujourd'hui, on sait que la majorité des PME sont dirigées par des hommes. On pourrait faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre. Donc finalement, pas de quota, ou presque. Dans ce cas-là, pas de quota, mais dans ce cas-là, on pourrait faire une exception, je pense, pour aider justement ces entreprises. Amine Septi, vous nous parlez tout à l'heure hors antenne, mais peut-être de lobbying à mettre en place justement pour notamment l'ADFM, l'association des femmes chefs d'entreprise. Exactement. En fait, on voit que certaines des initiatives prises par des lobbies font que qui vont faire aboutir à avoir plus de femmes chefs d'entreprise. Donc la FEM fait un travail dans ce sens-là, mais aussi il y a une initiative autour de Girls in Tech qui est pour promouvoir en fait l'entrepreneuriat ou la présence de femmes dans le monde de la technologie, qui est aussi un monde qui est fortement où les hommes sont fortement présents. Donc voilà, donc ça c'est des initiatives qui vont aboutir sur le long terme. Ouais, ça c'est pour la partie lobbying. Sur la partie lobbying. Et un dernier point pour moi qui serait intéressant, c'est il faut repenser un petit peu comment l'espace de travail. On parle, par exemple, aux États-Unis, on parle plus de bureaux, on parle de campus. On parle de Facebook Campus, on parle de Google Campus. Pourquoi? Parce que la personne l'entreprise pense autour de cet employé. Comment rendre son espace le plus facile pour lui? Donc, il y a des crèches, il y a des supermarchés, il y a plusieurs initiatives qui vont faciliter la tâche à la femme, à la maman, pour pouvoir s'occuper de son travail et savoir que ses enfants, sa maison est proprement donc gérée. Ça c'est aux États-Unis, on pourrait le ramener ici au Maroc? Tout à fait. On voit les grands, surtout au sein des grandes entreprises, les gros employeurs devraient aller dans ce sens-là, c'est-à-dire penser autour de l'employé plutôt que autour du service ou du produit qu'ils ont à vendre, parce que la valeur ajoutée est fournie par l'employé. Donc comment rendre son monde plus agréable pour qu'il puisse se focaliser sur son travail
et pouvoir être plus performants. Voilà pour ce premier sujet. Dans un instant, on va parler des tendances digitales des entreprises avec en ce moment la présentation de ces tendances 2015-2016 lors de l'African Summit Digital. Ça a commencé il y a à peu près une demi-heure. Mais avant la séance traditionnelle, coup de gueule, coup de cœur. On va commencer par Amine Diouri. Qu'est-ce que vous nous avez réservé? Un coup de gueule, un coup de cœur? Alors moi, c'est un coup de gueule aujourd'hui. Suite à une lecture, un article de fond que je trouvais très intéressant sur les difficultés d'accès des PME au marché public. Et là, on y retrouve toute la panoplie des difficultés que connaissent les PME. Alors, je citerai déjà dans un premier point, c'est que normalement, 20% des marchés publics sont destinés à des PME. Maintenant, ça c'est vrai en théorie. Maintenant, on voit beaucoup de difficultés surgir. Première difficulté, c'est les conditions d'accès à ces marchés publics. L'administration met de plus en plus de critères discriminants qui, même pour des tout petits marchés, éliminent de fait ces PME. Alors l'idée, c'est peut-être d'écarter les entreprises qui n'ont pas les reins assez solides financièrement pour éviter qu'un jour il y ait un défaut au niveau de la réalisation des marchés. Bon, très bien, mais bon, ces critères sont fortement discriminants. Deuxième point, pour ceux qui réussissent finalement à obtenir un marché, les délais de paiement sont toujours aussi longs. Ouais. Après, ça dépasse les 1 an. Ça augmente, hein. Ça augmente. Il peut arriver qu'il y ait des litiges, donc pour des choses parfois qui sont peu importantes et qui bloquent le paiement de l'entreprise. Et là, ça peut entraîner une faillite, une défaillance de l'entreprise. Donc ça, c'est un deuxième point. Face à cela, face à ces délais de paiement qui sont hyper importants, que fait l'entreprise? Elle se tourne naturellement vers son banquier. Et là, autre problème, des contraintes, des demandes de garantie qui sont énormes. Donc finalement, le dirigeant d'entreprise se retrouve à apporter soit des fonds propres, soit à demander un prêt personnel. Ouais, donc coup de gueule, mais aujourd'hui, concrètement, ça veut dire quoi? Vous appelez le ministère de l'économie à faire des efforts, peut-être, à améliorer, à prendre ce dossier sur tous ces points-là, que ce soit au niveau de l'accès au marché public, que ce soit au niveau du financement. Et le dernier point, au niveau des aides existantes pour le financement des marchés publics. On sait que ça existe, c'est géré par Finea, mais aujourd'hui, Finea, par exemple, n'a qu'une centaine de clients, sachant qu'il y a il y a une dizaine de milliers d'appels d'offres chaque année. Donc il y a quand même un problème à ce niveau-là. Coup de gueule entendu. Amine Septi, vous c'était quoi? Un coup de gueule, un coup de cœur? Ça sera coup de gueule aussi. Ah bon, 2 coups de gueule aujourd'hui. Alors un coup de gueule autour des élections américaines, surtout au niveau du rang républicain, on regarde ça un peu avec effroi. Donald Trump qui jusqu'à dernièrement était là pour amuser la galerie. Malheureusement, on se rend compte qu'en fait, ça sera probablement le candidat républicain pour les prochaines élections, avec une ligne très, je dirais, très extrémiste. Donc malheureusement, ayant vécu là-bas, on a vu ce monsieur évoluer. C'est un businessman qui n'a aucun agenda politique, mais qui a une parfaite maîtrise des médias. Il a une longue expérience dans le monde des médias. Il avait un show qui s'appelle The Apprentice. Et donc je pense qu'il a vraiment compris quels sont les boutons sur lesquels appuyer pour attirer et pour plaire. Et donc buzz. Le buzz, et malheureusement les médias qui sont toujours à la recherche du gros titre, du buzz, l'ont suivi et ont créé, les républicains eux-mêmes et les médias ont créé un monstre qui ont du mal à s'en débarrasser maintenant. C'est une réalité. Maintenant, j'espère que les Américains voteront massivement pour Hillary Clinton. Parce que c'est une femme et qu'elle a plus de compétences que lui. Ça rejoint le sujet magnifique. Exactement. Bon, et on a vu ce que ça a donné avec George Bush, les faucons. On a vu ce que ça a donné par la suite et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Puis on rappelle donc cette déclaration effectivement de Donald Trump qui veut interdire les musulmans d'entrer sur le sol américain. Ça fait énormément de bruit et de ravages aux États-Unis. 9h49 sur Atlantique Radio. Place à notre deuxième sujet. Et on parle digital ce matin, forcément. Amine Septi est là, tech entrepreneur. Amine Diouri également est là, puisqu'on va parler des entreprises et digitales, justement. Vous tombez bien. Quelles sont les tendances digitales des entreprises? Se tient en ce moment l'African Summit Digital, deuxième journée qui a débuté il y a un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant, avec donc la présentation, Amine Septi, en ce moment des tendances digitales
2015-2016, c'est quoi? C'est bilan 2015, perspective 2016 sur le marché des entreprises? Exactement. En fait, le sommet de African Digital Summit qui se tient aujourd'hui à Casablanca, hier et aujourd'hui, ce matin, il va avoir lieu la conférence autour des voilà, ce qu'ils appellent des trends. On verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que le marché du digital est en progression. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il va suffisamment vite? Ça reste la question. Est-ce que 2016 permettra de voir vraiment des budgets autour du digital qui vont vraiment être plus importants? Seule l'année prochaine, on pourra voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que ce sommet est organisé en fait par le groupement des annonceurs du Maroc. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la part des annonceurs, qu'il y a une tendance qu'il faut catcher, et que dans ce groupe-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des gros annonceurs qui sont présents dans le tour de table. Donc il y a une prise de conscience par les leaders en termes d'annonces. Ça a des banques, aux opérateurs télécoms notamment. Exactement, les banques exactement et les opérateurs télécoms sont présents dans le tour de table. Donc ça veut dire que ils veulent l'idée un petit peu ce processus-là. Cependant, ce qu'on remarque en tout cas sur 2015, c'est que les budgets autour voilà de la communication digitale sont restés très faibles. Yep. Et ça, ça crée un petit peu de frustration autour de ce qu'on appelle les pure players qui se sont positionnés sur ce marché-là pour pouvoir vraiment donner une valeur ajoutée au marché de la communication digitale, mais qui n'ont pas encore pu trouver leur place sur le marché de la communication. Le marché de communication digitale estimé à 1,5 million de dirhams en 2014. On s'attend peut-être à une petite progression cette année en 2015. Le boom, ça peut partir en 2016 selon vous? On espère que le point d'inflexion sera en 2016. Maintenant, en étant très réaliste, moi je pense que ça sera plutôt en 2017 que ça se fera. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait communication digitale, il faut d'abord qu'il y ait une transformation digitale. Et ce qu'on remarque, c'est que ce n'est que maintenant que les entreprises marocaines, c'est-à-dire les grosses entreprises, commencent leur transformation digitale. On a vu quelques exemples ces derniers mois où les grosses entreprises ont commencé à penser digital. Donc, il faut qu'il y ait transformation digitale, il faut qu'il y ait un directeur du digital en place pour pouvoir lancer tout le processus autour de la communication digitale. Donc c'est un petit peu, c'est pour ça que je dis que ça va prendre, je pense, un peu plus de temps que juste 2016. Amine Diouri, vous êtes responsable PME chez InfoRisque. Les PME, vraiment, elles en ont conscience aujourd'hui de la transformation digitale, ou ça reste encore pour les grandes entreprises, les grandes structures, cette transformation digitale? Non, je pense qu'elles en prennent parfaitement conscience. C'est une nécessité, et je citerai un chiffre juste pour appuyer ce fait. C'est que 80% des entreprises qui étaient en faillite n'étaient pas présentes sur le net. Déjà, c'est pour montrer l'importance d'être présent dans le digital, pour les PME notamment. Donc, je pense que oui, elles en sont parfaitement conscientes. Maintenant, il y a un long chemin à parcourir pour être présent. Déjà, avoir un site internet, c'est le basique. Après, être présent sur les mobiles, puisqu'aujourd'hui, je prends le train tous les jours, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas son téléphone portable et qui est en train de consulter Internet dessus. Il faut être présent sur ces outils, c'est indispensable. Mais est-ce qu'aujourd'hui les PME sont suffisamment aidées, accompagnées justement dans cette transformation digitale? Je pense qu'il y a on pourrait faire beaucoup de choses encore pour aider ces entreprises. Parce que concrètement, c'est vrai qu'elles ont des budgets qui sont très limités. Donc ça coûte cher, Amine Sebti, justement aujourd'hui, une transformation digitale pour une PME? Écoutez, moi quand on parle de PME, si on parle des petites PME, c'est les premières à avoir adopté la technologie et le digital. Parce que c'est le moyen pour eux le plus simple de communiquer et de faire de la publicité et de pouvoir comme on dit en anglais, engage avec leur Mais la conscience n'est pas à tous les niveaux des PME. C'est-à-dire qu'il y a des PME, j'imagine, à Casablanca, dans les centres urbains, dans les grandes villes aujourd'hui, qui ont conscience de ça, de ce besoin, de cette nécessité d'avoir accès à une communication digitale, et puis celles qui sont en campagne. Exactement. Mais je pense que le jeu se fait plus au niveau des grosses PME et des grandes entreprises, parce que c'est là effectivement où c'est ces entreprises là qui drivent le marché. Donc encore une fois, quand on voit que les petites structures
utilisent déjà les canaux, les Facebook, les YouTube de ce monde pour pouvoir communiquer. Ce qu'on attend, c'est de voir les grosses structures en faire de même et vraiment apporter de l'innovation dans leur façon de communiquer. Parce que il ne s'agit pas juste de passer de la publicité sur Facebook et sur YouTube, ça tout le monde peut le faire, mais vraiment utiliser les nouveaux moyens de communication. On parle très souvent de brand content, qui est par exemple un moyen beaucoup moins coûteux pour une entreprise et qui génère beaucoup plus de relations avec les clients potentiels. Donc c'est vraiment encore une fois les grosses entreprises marocaines ne sont pas des natives, donc ils doivent avoir cette mutation digitale pour pouvoir penser comme la nouvelle génération. Bon, je rappelle qu'on attend donc cette étude des Digital Trends 2015 lors de cette African Summit Digital qui se tient en ce moment. Il y a les résultats 2014 qui montrent très clairement que 72% des entreprises passaient au digital avant tout pour améliorer l'image de marque, 67% pour séduire le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans une logique, j'ai envie de dire, du b.a.-ba. Amin Sebti. Exactement, on est vraiment dans le b.a.-ba, c'est-à-dire qu'on va utiliser les moyens qu'on vient de citer pour pouvoir vraiment juste utiliser la page Facebook pour dire bon week-end, alors qu'en fait le digital, encore une fois on parle de transformation digitale, c'est beaucoup plus que ça. C'est comprendre que l'expérience client, d'accord, et à 360 degrés, que la personne qui va faire un acte d'achat va peut-être le faire dans un magasin, mais que toute la partie qui se fait avant de la prise de décision peut se faire en ligne. Donc comment être présent sur ces canaux-là pour influencer, pour comprendre le comportement avant de faire l'acte d'achat, par exemple. Améliorer. Oui, alors dans ce domaine-là, Amine a tout à fait raison. Il y a une chose qui est très importante, c'est le big data. C'est toute la donnée qui est liée à l'utilisateur et que l'entreprise peut capter presque immédiatement du fait de l'interactivité entre l'entreprise et le consommateur final. L'entreprise peut capter énormément d'informations intéressantes en termes de profil, de comportement, d'habitude de consommation, de localisation géographique, et tout ça peut être transformé pour définir une stratégie marketing commerciale qui permettra de vendre beaucoup plus facilement. Et ça, c'est possible grâce justement à cette transformation digitale. Alors ça, c'est aux États-Unis, c'est en Europe. Effectivement, c'est même, j'ai envie de dire, pratiquement la première nécessité absolue des entreprises. Au Maroc, c'est la dernière. Quand on voit les Digital Trends 2014, c'est vraiment la 6e et dernière notion, appréhension de l'entreprise. Acquérir une base de données, 46%. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que vraiment, il y a encore une prise de conscience véritable à faire aujourd'hui. Exactement. C'est qu'en fait, on se rend compte que le digital vient en bout de course de tout un processus. Alors qu'en fait, le digital doit être intégré dans la réflexion du directeur. C'est quoi, c'est un manque de compétences justement, ou c'est un manque de connaissances de ces directeurs? Exactement. En fait, on voit trois choses. En général, les entreprises qui ont commencé leur mutation digitale, c'est par pure conviction du top management. D'accord? Donc le directeur général qui a compris que le digital, c'est le futur. La deuxième raison pourquoi il y a une transformation digitale, c'est parce qu'elle est dictée par la maison mère qui est en général située en Europe ou autre part. Donc on n'a pas de choix que de se transformer. D'accord? Maintenant, le challenge, c'est ce qu'on voit en général dans le monde de la technologie, avec la même chose que le monde de la technologie, c'est comment est-ce que le directeur de digital peut imposer son agenda dans là, vous nous faites rêver. Non, mais c'est la réalité. Et là, c'est une question qui va au-delà des compétences techniques. C'est comment est-ce qu'on peut faire voir le monde du digital au directeur général. Et c'est ça le challenge. Amin Diouri. Dans le monde de la petite entreprise, je pense que les dirigeants ont très bien compris que Internet, c'est un moyen très simple de toucher. Avoir un site sur Facebook, c'est très facile de vendre, mais ils n'ont pas compris que ça allait dans les deux sens, qu'il y avait interactivité, c'est-à-dire qu'ils envoient un message qui doit être capté par le client, mais le client envoie aussi des informations que l'entreprise doit capter. Pour l'instant, ils sont dans un seul sens, et pas dans un aller-retour. Autre point que je voulais signaler, c'est que toujours par rapport à cette petite entreprise,
Imaginez, vous êtes dans une entreprise qui fait moins de 10 salariés, il y a le dirigeant, il y a des commerciaux, rarement on trouve un directeur commercial, enfin un directeur marketing de communication. C'est généralement fait à la mano, c'est une personne qui prend la responsabilité de la communication, qui va créer un site Facebook. Oui. Et qui va essayer de l'alimenter quotidiennement, mais il n'y a pas de pensée stratégique derrière. Ouais, effectivement, c'est peut-être une notion qui va prendre de l'ampleur de plus en plus dans les prochains mois. Peut-être en 2017, comme vous disiez, Hamid Sebti, on verra peut-être l'apogée de la stratégie digitale pour les entreprises se dessiner clairement. Merci beaucoup, Amine Diori, responsable PME chez Inforisk. Hamid Sebti, tech entrepreneur. Merci. À très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne, Les Experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70. Tout de suite, le point info en langue arabe présenté par Mourad Baba. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Camille Boussaba. Je suis de retour dans pratiquement 10 jours maintenant. Excellente matinée sur Atlantique Radio.